Donc, comme je te disais, en fait, que je t'ai parlé des ZIP, Virginie, parce que en fait, moi, je travaille pour Stratégie Saint-Laurent. Et Stratégie Saint-Laurent, c'est un organisme à but non lucratif qui agit sur le Saint-Laurent. Et puis, en fait, on coordonne des comités régionaux qui sont des comités ZIP, des zones d'intervention prioritaire. Donc, il y en a 12 le long du Saint-Laurent, à peu près répartis 6 en eau salée et 6 en eau douce. Donc, ça va de Cornouailles aux îles de la Madeleine. C'est reconnu, que ce soit les comités ZIP ou nous, on est reconnu depuis 1993. Et puis, par l'intermédiaire en fait du plan d'action Saint-Laurent. Et on est plutôt un réseau, que ce soit ZIP ou nous, qui sommes dans la conservation, dans la protection, dans la mise en valeur du Saint-Laurent, mais par l'entremise de la concertation et non de la pression. Donc, on n'est pas un organisme de pression. Et puis, depuis 1993, on a fait plus de, que ce soit les comités ZIP ou nous, les comités ZIP vont être plus terrain quand même. On a fait plus de 1000 actions en lien avec le Saint-Laurent et aussi dont des actions dans l'éducation relative à l'environnement. Donc là, c'est pour présenter un peu Stratégie Saint-Laurent. Moi, je suis Cécilia Mélé, chargée de projet en environnement à Stratégie Saint-Laurent. Et on a développé en fait avec nos partenaires Polymère et M Expertise Marine. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais M Expertise Marine, c'est Lynn Morissette en fait. Elle est assez connue dans le milieu quand même des biologistes par rapport à son travail sur les mammifères marins notamment, mais aussi sur les microplastiques. Donc, on a développé une initiative Défi Saint-Laurent que je présenterai plutôt à la fin, mais avant, je vais juste faire un bref rappel sur des chiffres un peu, des éléments clés sur les plastiques, ses impacts, et puis ensuite, je vais présenter les outils. Ah oui, pour les questions, si tu as des questions, si tu restes toute seule, je te propose, il y a ces 3 blocs, donc de me poser la question oralement à la fin des 3 blocs. S'il commence à avoir plus de monde, plutôt par chat. Et puis j'y répondrai à la fin des 3 blocs. Ça marche. Alors, d'abord, on va voir quelles sont les connaissances scientifiques sur le plastique. Je ne vais pas présenter toutes les études qui existent sur le plastique. C'est juste quelques chiffres comme ça. Après, tu pourras toujours, il y aura mon mail à la fin, tu pourras toujours me contacter pour avoir les sources exactes ou d'autres études. Ce qu'on sait, c'est que déjà, le plastique représente entre 45% et 95% des débris marins. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre déjà que la majorité des débris marins sont des plastiques. Puis, ça montre aussi en fait qu'on n'arrive pas en fait à quantifier. C'est très difficile à quantifier ce pourcentage de plastique parce que en général, quand on évalue ça, on le fait par échantillonnage, par l'intermédiaire de filets, et c'est des filets à la surface de l'eau. Et donc, on a du mal, on sait qu'il y a du plastique qui coule et qui sera au fond des océans. Et en fait, c'est difficile à extrapoler cette partie pour avoir ce pourcentage de plastique. C'est pour ça que l'échelle reste grande, 45 à 95%. Ensuite, on sait aussi, il y a des études qui ont montré que 80% des déchets plastiques sont de sources terrestres, donc sont de la partie terrestre de la planète, surtout issus en fait des zones côtières qui sont les plus proches des océans. Et on peut voir par la liste en fait que publie chaque année WWF sur son site par rapport au nettoyage qu'il réalise. En fait, il diffuse une liste des déchets et on peut voir que au Canada, on n'est pas sans reste. On peut voir par l'intermédiaire de cette liste que ça va être vraiment essentiellement des déchets en plastique, d'une, et puis quand même des choses qu'on peut utiliser au quotidien. Donc, c'est bien d'origine terrestre, on peut dire. Donc, on n'est pas à l'abri non plus au Canada de ces déchets, des déchets. Qu'est-ce qu'on sait d'autre via la science? C'est qu'on produit beaucoup de plastique. Donc en 1950, ça a été à peu près
l'invention du plastique, depuis 1950 à ce jour, donc en 70 ans, on a multiplié par 200 la production mondiale de plastique dans le monde. Et le problème, c'est que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Si la tendance se maintient, en 2050, on va produire 12 milliards de tonnes de plastique. Donc, ça reste beaucoup. Et puis, l'autre problème aussi, c'est que finalement, il n'y a que 9%, c'est bien de recycler, mais il n'y a que 9% de ce plastique qui est recyclé. Et puis, il y a près de 80% du plastique qui est rejeté dans la nature. Donc, on peut voir qu'en plus d'en produire beaucoup, il y a très peu qui est recyclé. Et puis, beaucoup plus retrouvé dans la nature. Et il y a une petite photo de camion là, qui déverse dans une déchetterie. C'est que en fait, on peut faire une analogie. On déverse dans la mer à peu près l'équivalent d'un camion à ordures chaque minute sur la planète. Donc, en plus de voir que cette production reste énorme et puis si ça se maintient, continue à être énorme, il y a un autre problème, c'est que le plastique est très long à se décomposer. Alors, on voit souvent passer des chiffres sur Internet comme ça, genre 500 ans, 1000 ans. Mais en fait, en soi, c'est difficile à quantifier parce que ça dépend de la taille, ça dépend de la masse et puis ça dépend aussi de l'environnement dans lequel le plastique est. Tout ce qu'on sait finalement, c'est que c'est très très long à se décomposer et que en fait tout le plastique qu'on a produit à date, donc depuis 1950, tout ce plastique il existe encore d'une façon ou d'une autre et puis finalement ça n'a pas disparu des océans. Tu dois le savoir, en fait que ça n'a pas disparu des océans. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est que le plastique ne disparaît pas. C'était d'ailleurs, quand ça a été inventé, c'était son argument de vente, le plastique, c'est indestructible. Il ne disparaît pas. En fait, il va se photodégrader par l'intermédiaire du soleil, mais du vent, des vagues, des marées, etc. Par exemple, une bouteille plastique, elle va se sécher, puis elle va se briser en plus petits morceaux jusqu'à atteindre des morceaux qui sont de diamètre inférieur à 5 mm. Et puis, c'est là qu'on appelle ça des microplastiques. Et c'est ces petits morceaux-là qui qui vont rester en fait présents dans l'écosystème. Et le problème aussi, c'est que ça va être beaucoup plus difficile à ramasser. Donc, voilà pour la petite introduction sur les plastiques, l'enjeu majeur du plastique. Est-ce que tu as des questions, Virginie? Non, tout va très bien pour l'instant. Merci. Donc, en plus, finalement, de voir que ces plastiques vous voyez, ils peuvent pas se dégrader, ils sont produits en grande quantité. En plus de tout ça, c'est un enjeu majeur aussi en termes d'impact, à la fois pour la faune aquatique, mais à la fois aussi pour nous. Donc, tu dois le savoir, pour la faune aquatique, c'est les images, on les a tous vues à répétition, hein. C'est l'impact à la fois via l'empêtrement en fait de cette faune. Donc en fait, elle va s'empêtrer dans des déchets en plastique, comme par exemple, on a pu voir des canards qui avaient leur bec pris par exemple dans le plastique là qui sert pour les canettes de bière. Donc ça va causer des difficultés pour manger. On peut voir aussi là un cétacé qui a été pris dans des filets de pêche. Donc là, le problème aussi, c'est que dans ce cas-là, on appelle ça la pêche fantôme. C'est-à-dire que en fait, on continue à pêcher alors que le système de pêche n'est plus relié au bateau ou aux pêcheurs. Donc, ça continue à pêcher. C'est ça qu'on appelle la pêche fantôme. Ensuite, on peut voir que, outre ces empêtrements, il va y avoir un problème d'ingestion du plastique. Donc, des gros plastiques comme on peut voir avec la tortue ou comme on peut voir avec l'albatros.
Cette photo aussi, on l'a vue à de nombreuses reprises. L'albatros qui est en fait l'estomac rempli de gros plastiques. Et puis aussi la faune aquatique, elle, plus petite, va être amenée à manger aussi les microplastiques, ce qu'on voit en haut à droite. C'est ces plastiques-là que j'ai dit qu'ils se dégradaient, qui devenaient des gros plastiques devenus plus petits. Donc, on appelle ça des microplastiques. Et puis aussi, on peut voir, d'après la photo, en bas à gauche, ça va aussi créer une dégradation de l'habitat de la faune aquatique parce qu'ils ne peuvent plus ils peuvent plus se reproduire dans des zones qui sont remplies de déchets. Juste pour revenir aux microplastiques, une fois qu'en fait c'est tout petit, ces microplastiques, et il y a des études en fait qui ont prouvé que les organismes marins plus petits, comme les copépodes que mangent les baleines, comme les larves de crabes ou de homards, comme les moules aussi, les bivalves. En fait, il y a des études qui ont prouvé que ces organismes ingéraient et stockaient les micro-organismes. C'est pour ça que c'est jusque dans nos assiettes, en fait, parce que par le concept de la chaîne alimentaire, les micro-organismes vont se retrouver jusque dans nos assiettes. En fait, on va manger des poissons qui auront probablement mangé des poissons qui auront mangé du plastique. Donc, c'est pour ça que c'est un enjeu majeur parce que ça touche la faune aquatique, mais ça touche notre santé aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir sur ça. Est-ce que tu as des questions, Virginie? Ça va toujours. J'avais peut-être une question, ça revient peut-être à ton premier point, mais c'est par rapport à l'identification des sources. Souvent, on voit des petits messages sur Facebook. J'en ai vu un cette semaine qui m'avait un peu interpellée parce que je trouvais ça un peu incroyable. Il disait que le plastique dans l'océan venait en majorité, je pense que 80% venait de 8 rivières en Asie puis 2 rivières en Afrique. C'est vrai. OK. Bien, c'est ça, je trouve ça un peu curieux qu'on arrive à identifier ou à cerner de cette façon-là, mais en même temps, c'est intéressant, mais en même temps, ça montre un peu les limites des actions qu'on peut poser localement s'il y a des sources qui sont vraiment extrêmement abondantes, mais qui sont vraiment à l'extérieur de notre champ d'action, là. Oui, je comprends tout à fait, mais c'est sûr qu'on peut se dire que nous, on va moins polluer, mais il faut quand même agir. Et puis, je veux dire, notre pollution, elle va partir par l'intermédiaire des gyres, des choses comme ça. Elle va quand même partir ailleurs. Donc voilà, mais effectivement, il existe une étude. Je ne l'ai pas présentée là, mais comme quoi, oui. Finalement, ces grands fleuves sont plutôt du côté de l'Inde, en fait. OK. Donc, effectivement. OK. C'est juste, c'est intéressant, c'est sûr. Là. Puis je sais qu'il y a aussi toute la notion de l'utilisation du plastique qui est faite de façon différente. Là. Par exemple, tous les endroits qui n'ont pas accès à des égouts, puis les gens vont utiliser des sacs en plastique comme égouts portatifs là, en Afrique, entre autres. Donc, ça, c'est des problématiques un peu à un autre niveau, là, mais c'est quand même intéressant. Là. Mais c'est sûr que ça met en relief le fait qu'on n'utilise pas nécessairement le plastique de la même façon, donc les solutions ne sont pas les mêmes non plus. Là. Ouais, on n'est pas tous égaux par rapport au traitement du plastique, etc. Mais bon, ça reste quand même incroyable parce que je ne me rappelle plus au Québec, je crois que c'est 14%, mais je ne suis pas sûre. Mais quand même, je veux dire, on est un pays dit industrialisé et tout, et je crois qu'il n'y a que 14% du plastique qui est recyclé, quoi. Non, c'est Donc, sûr. C'est aberrant, là. Mais l'autre chose que je me demandais, c'est aussi une autre statistique que je trouve qui est frappante, mais qui, selon moi, est appelée à changer au fur et à mesure qu'on augmente nos connaissances justement sur la pollution de plastique, c'est le fait qu'on ciblait beaucoup dans des communications il y a quelques années les mégots de cigarettes comme étant une des plus grandes sources de plastique dans les milieux aquatiques, étant donné que ça a tendance à facilement s'envoler puis à pouvoir aller dans la bouche d'égout la plus proche puis se retrouver dans le système aquatique. Mais plus on fait des recherches puis plus on découvre l'importance
l'importance de la pollution en plastique, j'imagine, plus on doit se rendre compte que ça peut pas être seulement les mégots en plastique qui sont la source, qui sont la cause, là. Quoique ça reste important et que c'est important d'intervenir à ce niveau-là, mais je me demande si cette proportion-là est appelée à changer dans la source de pollution. Ouais. La proportion de mégots. Je sais pas si tu as vu Ouais. là, dans la liste, en tout cas pour canadienne, là, c'était Mhm. les premiers, hein, les mégots de cigarettes. C'est ça, mais si je me demande si c'est quelque chose qui, justement, va rester, comme pour Mm. nous, probablement au Canada, justement, parce qu'on a peut-être moins de problématiques de genre jeter des sacs en plastique dans la rivière ou des choses comme ça. Mm. En tout cas, mais pour nous, c'est sûr que c'est important, puis ça reste pertinent, puis on peut faire des actions à ce niveau-là, mais c'est intéressant de voir comment notre interprétation de ces données-là évolue dans le temps aussi, au fur et à mesure qu'on apprécie puis on a plus de connaissances, là. Mm. C'est C'est sûr que, sûr. bon, il y a tout le côté avec les microplastiques puis l'adsorption des polluants aussi, là. Je veux Oui. dire, c'est une chose de parler, d'avoir du microplastique puis de le consommer, mais quand tu dis que ce microplastique-là, il va avoir absorbé aussi tout un paquet de polluants, mais là, c'est Mm. encore pire, là. Mais ouais, Ça- j'ai pas voulu en parler là parce que je savais pas si j'avais le temps, mais on n'est que deux. Mais oui, oui, il y a ce problème effectivement que en fait ça va que les contaminants Mhm. comment on dit oui, les contaminants en fait vont s'attacher à absorber ces microplastiques. Et le problème, c'est que ces contaminants, il y en a qui sont comme le HAP, qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc Ouais. finalement, on ne sait pas vraiment, les études montrent qu'on ne sait pas vraiment comment agissent les microplastiques. Mais par exemple, quand les contaminants viennent se coller aux microplastiques et que c'est ingéré, ben, on sait très bien que le perturbateur endocrinien, il va agir, euh, il va se diffuser dans l'organisme. Donc, il y aura quand même des séquelles, on va dire, au point de vue hormonal, quoi. Mhm. Donc, ouais. Mais c'est difficile. On fait souvent la corrélation entre les microplastiques retrouvés dans l'estomac et puis la mort de l'animal, mais c'est pas facile à faire le lien. Il y a des certaines études sur l'albatros, par exemple, dans une gire là où il y a beaucoup de plastique, qui a fait le lien avec l'état de santé des albatros, mais c'est vrai que c'est pas encore, on n'en connaît pas, on connaît pas encore, on peut pas faire ce lien aussi rapidement pour tout quoi. Mhm. Il y a la féminisation aussi des poissons, puis Mm. c'est sûr que quand on parle des perturbateurs endocriniens, on a quand même une bonne idée de ce que ça peut faire sur les milieux aquatiques, là. Ouais, ouais, c'est ça. Problème des malformations, des problèmes de reproduction. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, on sait que c'est un enjeu majeur pour nous, pour la faune aquatique, mais comme il ne faut pas rester sur une note négative, mais plutôt se demander qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. Donc, peut-être que tu connais, il existe différentes initiatives en fait, Mhm. qui positives qui vont être axés souvent quand même sur le nettoyage. Donc, il y a Mission 100 tonnes, il y a le grand nettoyage qui est WWF Ouais. Canada et Ocean Wise. Il y a la journée mondiale, le World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage, qui est souvent en septembre. Et puis, il y a différentes initiatives comme ça qui sont surtout dans le but de, comme je disais, de ramasser en fait les déchets mettons sur les rivages du Saint-Laurent, parce que nous, c'est plus le Saint-Laurent qui nous intéresse. Et avant qu'en fait, ça se désagrège en plus petits morceaux et que là, ça devienne impossible à recueillir et que ça prenne le large. Donc, on est plutôt on va dire, dans le curatif. Mais nous, avec notre initiative du défi Saint-Laurent, on a voulu être un peu ludique et puis on a voulu aussi être plus en amont par rapport au nettoyage. Et puis pour être plus en amont par rapport au nettoyage, pour que les gens posent des gestes de mobilisation, eh ben, il faut les sensibiliser. Donc, c'est pour ça que dans un premier temps, je vais te montrer des gestes de sensibilisation qu'on a. Alors, comme je ne savais pas le public que j'avais, donc j'ai essayé d'axer scolaire, mais il n'y a pas que.
On a fait alors un quiz en ligne. Donc, tous ces outils, il faut savoir qu'on les met à disposition gratuitement. Et donc, il existe un quiz en ligne. Je vais t'envoyer le lien. Super, merci. Comme ça, tu pourras voir. Il faut juste que... Du coup... J'essaie de t'en converser. Voilà. Donc, comme tu peux voir, c'est un petit quiz sur les microplastiques. Il y a 8 questions sur, comme ça, d'où viennent les microplastiques, leur impact justement sur la faune, etc. Et puis, avec un système de points, c'est sur 12 points. Puis à la fin, une fois que tu as répondu à tout ça, tu auras ton résultat. Et puis, si tu continues, tu auras en fait, les réponses et tu auras des éléments explicatifs des réponses. Donc, ce quiz, ça peut être diffusé. Je sais pas, comme tu peux très bien, votre organisme pourrait le diffuser sur votre Facebook, mettons, ou ça peut être diffusé en tout cas sur un Facebook, sur une infolettre, sur quoi que ce soit, mais n'hésite pas à partager ça. Ensuite, on a aussi une fiche informative sur les microplastiques. Là aussi, je vais t'envoyer le lien. Alors, je sais pas. Le quiz, par exemple, comme ça disait, secondaire, collégial, grand public, si on avait des ateliers qu'on donnait dans des écoles, ce serait adéquat de l'utiliser dans ce contexte-là, j'imagine? Oui, en fait, je vais te montrer les différents trucs, mais effectivement, en fait, on a une SAE, tu sais, une trousse pédagogique pour Ouais. le niveau secondaire. Je vais plus la montrer ça. Mais par contre, tu vois, que ce soit le quiz, tu peux l'utiliser, hein, le quiz et la fiche là que je te présente, tu peux très bien l'utiliser, peut-être comme introduction, comme support de discussion ou d'amorce de discussion. Ça dépend du temps que tu as en fait. La SAS, je ne me rappelle plus, c'est combien, peut-être que ça prend une demi-journée, je pense, peut-être pour la faire, ou ils peuvent le faire chez eux. Mais là c'est plus court, ça dépend du temps que tu as, mais tu peux présenter en atelier, en classe. Donc là, c'est encore les microplastiques, c'est pareil, description en jeu. Et puis à la fin, il y a une petite partie où il y a justement une partie de la source de la liste des sources. Donc, on peut trouver des éléments complémentaires, des études, mais aussi ça va vers le site de la Fondation de la Faune, je crois, qui explique un peu les gestes qu'on peut poser en matière pour réduire sa consommation de plastique. Donc, voilà, il y a différents éléments avec cette fiche. Et ensuite aussi, mais j'en parlerai plus tard, on peut proposer une conférence sur les plastiques. Donc ça, c'est plutôt réservé, entre guillemets, aux professeurs ambassadeurs ou aux gens ambassadeurs relayeurs du défi Saint-Laurent. Mais je vais en parler un peu plus tard à la fin de ça. Ensuite, donc il y a d'autres outils de sensibilisation et comme je te disais, il y a la SAE. Donc la SAE, je pense que tu sais, c'est situation d'apprentissage et d'évaluation. C'est comme, je pense, une trousse pédagogique. Et c'est plutôt, je vais ouvrir celle des enseignants, puis je vais t'envoyer le lien. Tu me diras bien si ça marche aussi, parce que c'est vrai que... Les 2 premiers, ça marchait impeccable. Je suis allée vérifier. J'ai du mal à chaque fois. Voilà. Parce que celui-là, c'est la trousse, je ne sais pas si ça marche bien. Oui, ça marche aussi. Parfait.
En fait, c'est une trousse pédagogique qui est plutôt réservée, en deuxième page, c'est marqué, pour le deuxième année de secondaire, du deuxième cycle du secondaire. En fait, ça répond vraiment, tu vois, les concepts que ça aborde, l'univers du vivant, écologie, écotoxicologie, puis l'univers technologique, propriétés mécaniques des matériaux. En fait, ça répond vraiment au programme pour les élèves là, de deuxième année du deuxième cycle du secondaire, avec le parcours. Donc, ça répond vraiment au programme, aux notions qu'ils doivent aborder les enseignants dans le programme. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un outil que, en fait, les enseignants ou toi, tu peux mettre en place et réaliser en fait de façon autonome dans la classe. Tu n'as pas besoin qu'on soit là et c'est pas comme une trousse de labo parce qu'il existe aussi les trousses de labo. C'est une trousse que tu peux utiliser toi seul en classe et c'est plutôt un système, on va dire, de texte à lire et ensuite de questions sur ce texte. Donc là, c'est la trousse de l'enseignant, donc il y a les réponses, mais il y a la trousse de l'élève sans les réponses. Donc voilà. Ensuite aussi, pour info, je ne sais pas si ça peut te servir. Si tu es amené à l'utiliser, en tout cas, alors à la fin, il y a un petit formulaire de rétroaction là. OK. Pour ceux qui l'utilisent, on aime bien avoir leur retour. Donc, soit via, c'est plus compliqué, mais imprimer, compléter cette feuille, nous la scanner, nous l'envoyer à mon adresse mail. C'est un peu compliqué. Mais sinon, en fait, remplir juste ici, là, le Google Form qui, c'est le formulaire de rétroaction en ligne. Comme ça, au moins, nous, on peut, dans une seconde étape, quand on l'améliorera, ben, on aura eu le retour des gens de terrain, en fait. Donc voilà. Tout à l'heure, je t'ai demandé si tu connaissais Prism, la plateforme Prism, parce que cette SAE, en fait, elle est sur la plateforme Prism. Donc là, j'ai réussi à l'ouvrir, mais normalement, il faut avoir un compte sur Prism pour pouvoir la télécharger. Donc, je ne sais pas. Voilà, Prism, ça se présente comme ça pour info. Ça se présente comme ça. Et puis là, en fait, il suffit de marquer, mettons, on va dire plastique. Puis, en fait, on a mis 4 parce que selon l'eau douce, l'eau salée. Mais tu vois, par exemple, fleuve d'eau douce, là, enseignant, hop, tu la sélectionnes. Puis ensuite, tu vas dans ton panier. Je pense que c'est dans téléchargement. Bon, là, j'en avais d'autres, mais elle est visible et là, il suffit de télécharger. Donc, voilà. C'est assez simple comme outil, comme plateforme. Je vais t'envoyer le prochain. Voilà. Et aussi, on a un compte, on a fait un compte, ça c'est plutôt pour les familles et préscolaires. Donc, on peut le trouver dans les librairies affiliées et il est disponible aussi, je donnerai le lien, mais sur notre site internet. Donc, c'est un compte, voilà, pour sensibiliser sur les plastiques et ça parle plutôt d'un nettoyage de plastique. Donc, voilà, c'est un petit compte en famille. On verra plus tard, mais en fait, ça permet de sensibiliser en famille. Donc, ça, c'est des outils de sensibilisation. Ensuite, en fait, on est passé par la sensibilisation parce que il faut sensibiliser avant de mobiliser les gens pour bien qu'ils comprennent l'enjeu, on va dire. Et on a vu tout à l'heure que c'est bien les nettoyages, mais c'est un peu du curatif. Donc, on s'est dit, bon, c'est bien, comme une grande partie des microplastiques provient de la dégradation d'objets plus gros pour faire des morceaux plus petits, peut-être que à la base, la solution la plus efficace serait d'éviter que ces déchets de plastique viennent dans l'eau, donc réduire notre consommation de plastique. Donc, c'est là que on a différents outils. Il y en a qui sont réservés aussi. On a des outils pour les municipalités, les entreprises récréotouristiques, comme en fait comme une certification, mais moins officielle. Mais je ne vais pas le présenter, mais pour info, on a ça.
Mais là, ça va être plutôt des outils publics scolaires toujours et grand public. Donc, on a un passeport d'engagement. Donc, ça aussi, je vais te l'envoyer. Toujours. Ça, c'est pour des citoyens, le passeport d'engagement? C'est ça, c'est OK. les citoyens. Donc, ça, tu peux très bien le diffuser, je te dis, sur votre Facebook, etc. C'est très court, mais ça se veut très court parce qu'on ne veut pas que les gens prennent trop de temps, perdent du temps. C'est juste, on demande le nom, le prénom, l'adresse courriel, c'est facultatif. Et puis, on vous propose 5 actions que soit vous mettez déjà en place, soit que vous êtes prêt à mettre en place. Ces 5 exemples d'actions, tu peux en mettre plusieurs. Et il ne faut pas hésiter à nous proposer d'autres idées de réduction plus bas, parce qu'on va être amené à le revoir. Alors, selon ce que complètent les gens, en fait, on va le mettre à jour, on rajoutera des actions, des choses comme ça. Donc, c'est des actions, on essaye de mettre des actions simples, qui soient simples à appliquer, faciles, rapides, efficaces. Donc, voilà. Donc, tu peux vraiment l'utiliser, le diffuser, n'hésite pas. Et puis, ouais, voilà, dans une infolettre ou dans un Facebook, etc. C'est vraiment un engagement moral, c'est toi et ta conscience, quoi. Et voilà. Ensuite, on peut voir que, si on revient dans la SAE, comme je disais tout à l'heure, à la fin de la SAE, voilà. En fait, on demande aux élèves de se mobiliser. Ce qu'on leur demande, c'est de réfléchir, de se mettre par groupe de 4 et puis de réfléchir à une façon de limiter leurs déchets plastiques dans leur quotidien et puis de créer une vidéo par groupe de 4 pour faire la promotion de cette idée pour qu'en fait, ils deviennent un peu un exemple à suivre pour leur génération. Ensuite, dans la classe, pour pas qu'on ait une multitude de vidéos, on propose qu'ils choisissent, ils votent pour la meilleure vidéo. Et puis ensuite, qu'ils l'envoient à l'adresse courriel, là, qui nous l'envoie pour que nous, on la diffuse sur notre Facebook, notre Facebook du défi Saint-Laurent et que ça donne des idées à d'autres élèves comme idée de réduction du plastique. Donc, on cherche à les mobiliser comme ça. Et puis, toujours dans le compte, en fait, à la fin du compte, une fois qu'on les a sensibilisés, il y a voilà, un petit rappel sur des faits saillants liés au plastique. Donc, on retrouve un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Puis, en fait, aussi, on amène les parents avec leurs enfants à décider, en fait, de passer à l'action en leur proposant des gestes de réduction du plastique. Donc, c'est les mêmes, en fait, que le passeport d'engagement, avec aussi le fait de participer à des nettoyages en plus. Voilà. Et puis, une autre façon de se mobiliser aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus du curatif, mais c'est toujours bon à faire parce qu'il y a des déchets dans l'eau, ça ne manque pas. C'est de réaliser des nettoyages avec nos partenaires. On est partenaire avec Mission 100 tonnes, WWF, avec nos comités régionaux là, qui sont plus terrain, de réaliser des nettoyages. Donc là, j'ai quelques photos parce qu'on a fait un gros nettoyage avec 600 élèves, 600 enfants plutôt. C'était le camp de jour de Rimouski où là, nous, on avait un stand et puis on a fait sur une journée, en fait, on a fait un genre de défi nettoyage où ils étaient par équipe, puis ils ont fait un défi de l'équipe qui avait ramassé le plus de déchets en plastique. Ensuite, ils avaient fait aussi l'équipe qui avait ramassé le déchet le plus inhabituel, des choses comme ça. Donc, c'était bien sympa. Puis, pour l'occasion, on avait aussi imprimé le quiz sur des grandes pancartes. Comme ça, on pouvait sensibiliser les enfants, ils étaient un peu jeunes, mais les moniteurs, puis les parents qui accompagnaient. Donc voilà. Donc, c'était très sympa. Donc, ça peut être une idée aussi à faire.
On a Euh, essayé une petite corvée de nettoyage spontané avec certains des groupes cet été. Je leur ai fait ramasser des mégots de cigarettes autour du stationnement du Parc des Rapides. Tu sais, l'idée, c'est que ça reste dans le stationnement puis ça ne se rende pas dans l'eau des Rapides. Donc, on les a mis au défi. Mais l'année prochaine, ce que je veux faire, c'est que je veux prendre leurs mégots qu'ils ont ramassés puis le mettre dans un aquarium pendant une ah journée oui, puis leur montrer la couleur de l'eau avec les mégots de cigarettes versus l'eau pas de cigarette. Puis là, qui voient la différence. ouais, c'est une bonne idée. Mais on ferait ça, tu sais, avec un kiosque, avec une table au parc. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y aurait des citoyens qui s'arrêteraient, qui pourraient voir aussi, là. Donc, on veut essayer de développer cet aspect-là l'année prochaine, là, de mettre les jeunes en action, mais en même temps, faire un peu de sensibilisation au parc avec les citoyens en même temps, là. Ouais, ouais, bah oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que à la fois, je pense que peut-être que les élèves, vaut mieux ça marche pour les adultes aussi, mais peut-être que les jeunes, il vaut mieux d'abord les faire passer dans l'action, ensuite pour les sensibiliser. Et c'est vrai que le kiosque, ça peut être bien parce que au moins ça sensibilise d'abord les adultes avant de les faire passer en action. C'est vrai que c'est bien d'avoir les deux aspects en fait. Ouais, ben c'est surtout que c'est eux qui vont fumer, les adultes. Fait que je me dis, s'ils voient des Oui, petits jeunes de 6, 7, 8 ans qui ramassent leurs cigarettes, ils vont peut-être se dire, ils vont peut-être être gênés la prochaine fois, tu sais. ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est une bonne idée. Et donc voilà, et juste je vais apporter un point en plus, c'est que ben, je sais pas si on peut le faire ensemble, mais tout à l'heure je disais qu'on pouvait offrir une conférence en fait aux professeurs ou aux personnes ambassadeurs relayeurs du défi Saint-Laurent. Euh, Parce que je voulais faire un appel aujourd'hui, parce qu'on est à la recherche de gens relayeurs du défi Saint-Laurent. On n'a pas fixé encore les conditions pour obtenir ce statut, mais dans l'idée, ce serait que cette personne s'engage à faire connaître le défi Saint-Laurent à travers ses activités. Donc, bah, par exemple, diffuser la SAE, faire la SAE à sa classe, ou faire le quiz dans sa classe, participer à un nettoyage réalisé par nos partenaires, etc. Ensuite, ça pourrait être de faire connaître aussi le défi Saint-Laurent, bah, par exemple si c'est un enseignant auprès des autres enseignants ou auprès des autres organismes d'éducation, de sensibilisation à l'environnement. Et ça peut être aussi de signer le passeport d'engagement, parce qu'on ne peut pas faire signer, mettons, des élèves, mais que ce professeur ou la personne signe le passeport d'engagement. Donc, et ça donnerait, nous, on offrirait en contrepartie, en fait, une conférence sur les plastiques. Et puis, comme ça permettrait aussi de former la personne ou l'enseignant sur cette conférence. Et comme ça, lui-même pourrait la dispenser bah, dans d'autres classes ou pour l'école complètement ou pour une autre école. Donc voilà, c'était ça l'idée. Ben, moi, je pense que Euh, ça serait extrêmement pertinent pour notre programme de formation. On essaie de développer vraiment le volet, justement, contact, connaissance avec le Saint-Laurent, puis action directe. Puis je regardais déjà Mission 100 tonnes, je regardais déjà les corvées. J'essaie d'encourager mon collègue de l'écoquartier à faire des petits événements de plug-in aussi dans le Parc des Rapides. ouais. Donc, je pense qu'on serait sûrement bien placé là, pour être médiateur un peu de ces contenus-là auprès des Lassallois puis auprès de tous les gens qui visitent le Parc des Rapides aussi, là. Donc, Mm. on peut s'en reparler, mais moi, ça m'intéresserait, là. Ça pourrait être vraiment un beau partenariat pour faire Ah les choses oui, ensemble, n'est-ce pas? non, c'est sûr, c'est sûr. Et après aussi, pour les nettoyages, nous, on n'est pas, comme je disais, on n'est pas de terrain, donc ça serait peut-être qu'on pourrait te mettre en relation avec le comité ZIP Jacques Cartier, Mhm. qui réalise des nettoyages plutôt au printemps. Mais oui, oui, ça serait une super bonne idée. Après, même si nous, on est basé, Stratégie Saint-Laurent, on est basé à Québec, on est amené quand on pourra être sur place, quoi, à se Parce qu'on en déplacer. fait,
On fait déjà une grosse corvée. On a le mandat de l'arrondissement de La Salle pour le faire à la grandeur du territoire. C'est sûr qu'il y a une partie du nettoyage puis de la corvée qui se fait dans le parc des Rapides puis sur les berges, mais d'aller chercher, disons, la visibilité supplémentaire ou aller chercher l'impact supplémentaire d'un projet comme le nettoyage des berges ou le WWF ou même créer un événement supplémentaire dans l'année pour ça, je pense que ça peut juste être gagnant autant pour la qualité des milieux que pour la sensibilisation. Donc, moi, je pense que ça serait vraiment intéressant là, de donner un impact un peu supplémentaire à ces événements-là qu'on fait. Donc, on a déjà l'expertise, on s'est déjà encadré des bénévoles, on est déjà capable de mobiliser des gens, mais c'est juste de l'inscrire dans quelque chose de plus grand encore qui serait intéressant, je crois. Là. Effectivement. Je note juste. J'ai pris mes notes aussi pour faire mes devoirs. Pour finir, je voulais juste dire qu'en fait, c'est un projet, c'est rendu possible grâce en fait, à une contribution du programme Interaction communautaire et mise en œuvre par le gouvernement du Canada et du Québec. Donc, voilà, alors, attends. Ensuite, qu'on est en partenariat sur ce projet du défi Saint-Laurent avec Polymère. Je ne l'ai pas expliqué là, mais en fait, Polymère, ils réalisent des échantillonnages. Donc là, ils ont développé un premier échantillonneur et on va vraiment réaliser au printemps 2021 des échantillonnages d'eau et de microplastiques. Donc voilà. Et puis, même expertise marine aussi, c'est ce que je disais, c'est Lynn Morissette. Donc, elle, c'est un peu notre expert scientifique sur le domaine des microplastiques. Donc là, normalement, la QPR devrait vous envoyer les présentations. Ouais. Donc, tu auras accès à tous ces liens. C'est les liens que je t'ai envoyés. Il y a juste les outils là sur Stratégie Saint-Laurent. C'est sur notre site de Stratégie Saint-Laurent. Alors, c'est pas simple. Donc, je vais montrer. Mais on a une petite, en fait, une section défi Saint-Laurent. Il existe, on a des partenaires de diffusion donc qui diffusent vraiment le défi Saint-Laurent. Puis on a des partenaires, on appelle ça plus d'engagement. Comme je disais tout à l'heure, je t'en parle juste parce que tu es toute seule, mais en fait, on a comme une certification, moins officielle, une reconnaissance qu'on donne aux entreprises récréotouristiques et aux municipalités qui, selon les actions qu'ils font, ils sont à un des 5 niveaux en fait. Donc, voilà, on a déjà près de 42 entreprises qui sont déjà qui sont impliquées dans le défi Saint-Laurent. Et puis tout en bas en fait de cette liste d'entreprises récréotouristiques selon le niveau, en fait, tu retrouves les outils. Donc, c'est les outils que je t'ai envoyés là. Mais tu retrouves les outils. Alors, on en avait fait pour la zone fluviale et la zone marine. Donc, ce sera la zone fluviale. Donc, voilà. Et donc, voilà. Et puis, voilà. Juste mon adresse mail. Et puis, on a un Facebook aussi, Défi Saint-Laurent. Donc, je t'invite à le partager, à l'aimer. Il y a des articles, on met des petits articles sur les plastiques régulièrement, peut-être à 2 fois par semaine. Et puis, des petites infos sur les plastiques, sur les événements sur les plastiques auxquels on participe, etc. Super. J'ai juste une petite question. Peut-être j'en avais 2. Mais j'ai une question. D'abord, c'est est-ce que dans les outils ou dans les ressources que vous identifiez, vous êtes en mesure parfois d'aider à trouver du financement pour certains projets? Parce qu'on sait que c'est toujours le nerf de la guerre pour pas mal tous nos projets en éducation et en environnement. Puis des fois, on tombe entre 2 chaises dans certains de nos projets. Par exemple, si on a des projets qui sont financés par la Fondation de la faune pour la conservation d'une espèce en péril, puis que là, un financement termine, puis bon, fait que c'est toujours un peu d'assurer la pérennité là, de nos projets qui est un enjeu. Fait que si on est capable de trouver des nouvelles sources, des fois, ça peut être vraiment intéressant
intéressant là, pour continuer nos actions. Ça, c'était ma question 1, puis je vais essayer de me rappeler ma question 2. Malheureusement, nous-mêmes, on a été financé par le PIC, là, c'est ce que je dis. Donc, nous-mêmes, on est un projet financé jusqu'en fin 2021. Donc, Ouais. on n'a pas on peut pas te proposer de programme en fait de financement. Ça marche. En fait, je me rappelle, mon autre question, c'était par rapport à Polymère, puis par rapport à l'échantillonnage Ouais. d'eau. Je me demandais si c'est seulement l'eau ou si c'est aussi les sédiments, d'une part, puis d'autre part, est-ce qu'il y a un volet qui est envisagé pour en faire quelque chose qui pourrait être peut-être pas nécessairement de la science citoyenne ou de la science participative, mais quelque chose qu'on pourrait mettre en place au niveau des communautés, pas juste dans le cadre d'un projet de recherche, parce que je pense que ça fait partie un peu aussi des manières de mobiliser les gens, c'est de les amener à participer à l'acquisition de connaissances, puis à s'intéresser justement au suivi. Donc, on fait ça avec des bioblitz, on fait ça avec toutes sortes d'actions sur le terrain, mais si l'échantillonnage de l'eau, par exemple, ça pouvait être quelque chose qu'on pourrait faire. Nous, on encadre entre autres des étudiants qui font la technique en bioécologie de Saint-Laurent. Donc, au cégep, on leur fait des formations en pêche scientifique. Peut-être que ça pourrait être intéressant de leur proposer une activité ou des projets étudiants sur l'échantillonnage d'eau dans le secteur des rapides à la salle. Je vois une possibilité comme ça, ou avec le programme en sciences du cégep André Laurando aussi, avec lesquels on est en contact, puis on essaye de créer de nouvelles activités, des nouvelles façons de mettre en action ces étudiants-là, puis d'agir directement sur leur milieu. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est envisagé de le rendre accessible, entre guillemets, cette technologie-là. Effectivement, c'est plus de la science participative, effectivement, que de la recherche, cet échantillonnage. On aimerait rendre vraiment ça en science participative. L'idée est de faire, par exemple, on avait pensé aux fédérations de kayak, des choses comme ça. Il est tout petit, en fait, l'échantillonneur. L'idée est de le passer à la fin, mettons, des kayaks, et que lors des sorties, on puisse récupérer ensuite l'échantillon, etc. Donc, on pourrait, lors de la campagne de printemps là, 2021, je pourrais revenir vers toi, ou même avant si tu veux, puis voir si on peut faire participer les élèves du cégep aux échantillonnages qu'on va réaliser au printemps.